Mesdames et messieurs, les journalistes, distingués invités, au nom des patriotes et résistants congolais réunis au sein de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle, et du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, j'ai l'honneur et le plaisir de vous saluer et de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation afin de participer à la conférence de presse que va animer M. Honoré Ouatumba, président national de l'APARECO et responsable du pilotage stratégique du CNRC. Compte tenu de la gravité de la crise que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo et surtout de l'ampleur des tensions sociopolitiques dues aux échecs des solutions prônées jusqu'ici par les partis politiques et la société civile du Congo, ainsi que la communauté internationale, nous avons estimé indispensable que le leader de l'APARECO s'adresse personnellement à tous les acteurs politiques à travers la presse internationale et patriotique congolaise pour exposer le point de vue de la résistance congolaise et ses pistes de solution. Mais tenons compte des menaces dont le président de l'APARECO fait l'objet de la part des forces d'occupation qui ont décidé de l'éliminer physiquement par tous les moyens en tant que leur cible principale. Nous avons exigé que le pays d'accueil nous fournisse au préalable toutes les garanties pour sa sécurité physique durant son séjour ainsi que pour la présente cérémonie. N'ayant pas obtenu toutes les garanties nécessaires 72 heures avant la date de la conférence, le comité national de l'APARECO a estimé qu'il ne pouvait pas autoriser son président à prendre le risque d'exposer sa sécurité. Vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps seulement, un commando avait pénétré la nuit dans sa résidence en France pour tenter de l'abattre avec des armes blanches. Nous avons en tête l'expérience de ces commandos qui ont montré leur détermination en abattant leurs opposants en Afrique du Sud, et cela malgré la protection dont ils bénéficiaient de la part des services de ce pays. Cependant, malgré ces inconvénients et grâce à la magie de la technologie, nous avons pris toutes les dispositions pour permettre à l'orateur du jour non seulement de s'adresser à vous directement par vidéo, mais aussi de répondre directement pendant 1 heure au moins à toutes vos questions après son adresse. Il est déjà en connexion avec nous, en attendant l'étape des questions-réponses pour satisfaire à vos préoccupations. Nous vous remercions donc pour votre indulgence et votre compréhension. Je voudrais d'abord vous saluer, puis comme vient de le faire la vice-présidente, vous présenter mes excuses. J'aurais sincèrement voulu que cet échange soit de face à face, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui ce qui est important, ce sont les échanges que nous aurons à faire directement, vous et moi, pour notre pays, pour la République démocratique du Congo et pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans mon pays. Et j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Nous allons, je serai à votre disposition après l'exposé qui aura été fait tout à l'heure pour que nous puissions échanger sur les questions qui vous préoccupent. Merci, à tout à l'heure. Voilà, donc c'est moi pour vous confirmer que vous pourrez échanger directement avec lui. On va essayer de faire en sorte que vous entendiez un peu mieux, donc je demandais qu'on essaie d'augmenter le son. Mais avant que nous puissions écouter l'adresse du président, je vais vous demander, vu le contexte actuel en République démocratique du Congo, vu la gravité de la situation, vu les derniers événements tragiques, je vais vous demander vraiment qu'on puisse respecter 1 minute de silence pour les victimes qu'il y a eu dernièrement. Si vous pouvez me lever. Je vous remercie. Je suis moi-même vice-présidente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Candide Okeke, vice-présidente en charge de la communication, de la planification et de la coordination des activités du président national.
et le vice-président Clovis Mikaï qui va se présenter aussi. Oui, voilà, c'est Clovis Mikaï, vice-président chargé des affaires extérieures. Je profite de cette occasion pour vous demander, tel que vous a été présenté ici, donc les échanges avec le président se fera via audio. Je vous demanderai vraiment de ne pas faire trop de bruit, même ceux qui sont de la sécurité, essayez de ne pas venir dans la salle de ce côté-ci pour faire des échanges. Si vous voulez parler, essayez de vous déplacer, aller un peu plus loin pour qu'on puisse bien suivre les échanges qui se feront avec le président. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les journalistes et distingués invités, depuis 22 ans, la République démocratique du Congo, mon pays, poursuit une descente aux enfers à la suite d'une crise multidimensionnelle, la plus coûteuse au monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant sur le plan humain que financier. Les conséquences sont incalculables. Plus de 12 millions de morts, des centaines de milliers de femmes et d'enfants et de bébés violés, égorgés, et des millions de Congolais autochtones spoliés et chassés de leurs terres ancestrales, le pillage systématique des ressources du pays par les armées des pays voisins, dont principalement celles du Rwanda et de l'Ouganda, au profit de plus de 20 de 80 multinationales dont la liste est connue de tout le monde. Et malgré la présence de la mission la plus importante de l'ONU depuis sa création, tant en nombre qu'en coût financier, la République démocratique du Congo poursuit inexorablement sa descente aux enfers et le monde se demande pourquoi. Mais pour nous, la réponse est simple et claire. C'est parce que depuis le début de cette crise congolaise, on ne veut pas poser les vraies questions, les questions de fond, pour donner des bonnes réponses et proposer des solutions adéquates. On évite de nous dire clairement quelles sont les vraies origines et les vrais objectifs de la crise qui a éclaté au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, depuis octobre 1996. Et on refuse de se remettre en question, car on ne se demande pas pourquoi toutes les solutions préconisées jusqu'ici par la communauté internationale pour mettre fin à cette crise n'ont pas produit le résultat escompté. Pourquoi la paix et la démocratie, maintes fois promises à corps et à cri, ne sont toujours pas au rendez-vous? Et pourquoi s'obstine-t-on surtout à répéter durant 20 ans les mêmes erreurs en espérant obtenir un résultat différent? Si vous vous donnez sincèrement la peine d'essayer de répondre tant que faire se peut, objectivement, à ces trois questions, alors vous pourrez aisément appréhender le fondement de la démarche et du combat que mène la PARECO et l'ensemble de la résistance congolaise qui, à vos yeux, semble prendre le contre-pied de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs les journalistes distingués invités, la guerre de haute intensité qui a éclaté au Zaïre en octobre 1996 et qui se poursuit aujourd'hui sous forme de guerre de basse intensité, mais toujours avec des victimes congolaises, n'est pas une guerre civile entre les tribus congolaises ni entre les groupes politiques congolais en conflit. Autrement dit, la guerre que connaît la République démocratique du Congo depuis 22 ans n'est pas une guerre civile. Il s'agit d'abord et essentiellement d'une guerre d'intérêt économique entre les puissances occidentales qui se disputent entre elles le contrôle des immenses et scandaleuses ressources dont regorge la République démocratique du Congo. C'est ça, la vérité de fond qu'on essaye de camoufler dans la recherche des solutions. Pourtant, les preuves historiques sont là. En effet, dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin, alors qu'il n'y avait aucun conflit au Zaïre, l'administration américaine de Bill Clinton décida de briser l'équilibre des relations qui étaient nécessaires durant la guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés européens, dont particulièrement la France,
dans le domaine du partage de leur zone d'influence sur le continent africain. À cet effet, nous relevons deux témoignages des secrétaires d'État américains qui ont déclaré publiquement cette guerre d'influence à la France et aux pays européens. Mais retenez que malheureusement, cette guerre qui a été déclarée contre les puissances occidentales ne se déroulera pas sur leur propre territoire, mais sur le territoire africain et particulièrement au Zaïre, la principale cible. Bien plus, l'objet de cette guerre a été lui aussi ouvertement proclamé par les États-Unis et le sous-secrétaire d'État George Moose à cet effet a déclaré devant le Sénat américain en 1993 ce qui suit, je le cite. Nous devons assurer notre accès aux immenses ressources naturelles d'Afrique, un continent qui renferme 78% de réserves mondiales de chrome, 89% de platine et 59% de cobalt. Fin de citation. Le but donc de l'expédition militaire en République démocratique du Congo est celui-là. Il s'est agi d'une guerre qui avait pour objectif de permettre aux États-Unis d'Amérique d'avoir directement accès aux immenses et précieuses ressources congolaises zaïroises à l'époque. 2 ans après la déclaration de George Moose, le secrétaire d'État au commerce Ron Brown sera plus incisif au sommet franco-africain de Dakar en mai 1995, lorsqu'il a déclaré ceci, je le cite: les Américains vont tenir la dragée haute aux partenaires traditionnels d'Afrique, à commencer par la France. Nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. Fin de citation. Remarquez donc, mesdames et messieurs, qu'un an seulement après la déclaration de George Moose, le président rwandais, Juvenal Habyarimana, mourra dans un attentat d'avion. Et cet attentat déclenchera une guerre civile sauvage, caractérisée par le génocide de 1994, à la suite duquel la France sera délogée du Rwanda et elle y sera remplacée par les États-Unis d'Amérique, jusqu'à ce jour. Et 1 an après la déclaration de Ron Brown à Dakar, le Zaïre sera attaqué à son tour par 7 armées régulières des pays africains, dont principalement les armées du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola, avec l'appui logistique et technique de la CIA, du Pentagone, de la NASA Bechtel. C'est une branche de la NASA appartenant à la multinationale American Mineral Fields, propriété de Jean-Raymond Boule, proche de Bill Clinton et principal financier de l'agression du Zaïre en 1996. Comprennent donc qui pourra. Mesdames et messieurs les journalistes, la guerre qui a été déclarée au Zaïre n'était donc pas une guerre civile pour instaurer une quelconque démocratie. Même si les commanditaires de cette guerre ont surfé sur le mécontentement social du peuple zaïrois à l'époque et des militaires des phases pour leur faire croire que leur guerre était, pour faire leur croire que les auteurs de cette guerre étaient des libérateurs qui allaient les délivrer de la dictature de Mobutu. Cette cela ne change absolument rien aux véritables motivations de cette guerre, comme nous venons de voir, ni à l'identité réelle de ces commanditaires. Après avoir chassé Mobutu, les commanditaires de cette guerre ont éliminé Laurent Désiré Kabila, qui avait joué jusque-là le rôle de cache-sexe de la face réelle de cette agression. L'ONZE avait eu l'outrepidance de dénoncer l'une des plus horribles supercheries de notre temps. Il fut pour cela tué et remplacé par un officier de l'armée rwandaise, Hippolyte Kanambe pour ne pas le citer, qui a emprunté pour la circonstance le nom de sa victime Kabila. Et c'est ici que la seconde phase de l'agression débuta. Car l'imposteur a fait entrer massivement et installer en République démocratique du Congo les éléments armés
de la police et des services spéciaux de son pays d'origine, le Rwanda, à travers tout le territoire national. Et ce processus-là, mesdames, messieurs, s'appelle partout au monde l'occupation. Mais là où la situation a commencé à s'enliser, c'est lorsque les mêmes pays qui ont agressé le Zaïre sont revenus et ont repris le dossier, mais cette fois-ci sous la bannière de la communauté internationale, pour éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Et comme on devait s'y attendre, les dirigeants politiques de ce pays n'allaient pas se faire harakiri en se pointant eux-mêmes du doigt comme étant les commanditaires de ce conflit armé. Alors, ils ont inventé et imposé comme postulat à cette crise l'absence de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'ils ont imposé aux Congolais tantôt une réconciliation virtuelle à travers des dialogues intercongolais, alors que les Congolais n'étaient pas en conflit entre eux, tantôt la signature des accords de paix, et tantôt encore l'organisation des simulacres d'élections et de démocratie, alors assortis des promesses de paix, qui sont restées jusqu'ici dans le domaine du mirage. Voilà pourquoi, à notre avis, dans cet imbroglio politique et ce flou artistique, la communauté internationale brille par la cacophonie et l'hypocrisie de ses membres les plus puissants. Aujourd'hui, plus d'un observateur sérieux et averti de la crise congolaise se demande pourquoi la communauté internationale sanctionne tout le monde autour de Joseph Kabila pour divers crimes commis, sauf Kabila lui-même. L'Union européenne a décidé récemment de geler les avoirs des collaborateurs congolais de Joseph Kabila. Et la Grande-Bretagne vient même de battre le record en gelant 650 millions d'euros des avoirs des collabos congolais dans ces banques. Tout en saluant ce geste, nous nous posons alors la question de savoir pourquoi l'Union européenne ne s'est-elle pas aussi attaquée aux dizaines de milliards de dollars stockés par Kabila et son frère Zoé et sa sœur Jeannette dans les paradis fiscaux. D'autant plus que dans tous ces paradis fiscaux, ces pays ont été contraints par la pression internationale à lever le secret bancaire. Qu'est-ce qui empêche alors l'Union européenne d'aller plus loin? Cette injustice se manifeste aussi dans le domaine judiciaire. À titre d'exemple, nous avons constaté que Jean-Pierre Bemba a été considéré comme directement responsable des crimes qui ont été commis par ces hommes qui avaient été envoyés en mission sur un territoire étranger sous l'autorité et le commandement du gouvernement légal de ce pays. Alors que pour Joseph Kabila, une kyrielle de crimes odieux commis par ses sbires directement sous ses ordres n'ont jamais été sanctionnés d'aucune manière. Je cite à titre d'exemple plusieurs dizaines de fosses communes découvertes à travers toute la République et dont le cas le plus scandaleux est celui du charnier de Malou. Ici, j'épingle aussi les scènes montrant des dizaines de cadavres d'enfants abattus froidement par des hommes de Kabila lors des manifestations pacifiques et dont les corps dénudés sont jetés entassés sans ménagement dans les camions militaires comme des vaches folles qu'on va brûler. Je relève le cas des prêtres arrêtés, molestés, déshabillés et humiliés en public et sur ordre de Zoé Kabila, le frère de Joseph Kabila. Je rappelle les récents scandales de profanation des églises où les prêtres ont été gazés en plein culte religieux avec les fidèles dont les femmes enceintes et les enfants. Je cite le cas de la maternité contenant 16 bébés et qui a été bombardée avec des gaz lacrymogènes. Et je n'oublie pas la longue liste des centaines de jeunes Congolais enlevés lors des manifestations et portés disparus jusqu'aujourd'hui. La liste des crimes de Joseph Kabila est longue, très longue.
Mais pour tous ces crimes, la communauté internationale se contente chaque fois de demander gentiment à Joseph Kabila de bien daigner ouvrir une enquête pour désigner les responsables. Et personne n'a jamais enregistré un début des résultats de ces enquêtes, moins encore des sanctions. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi une justice à deux vitesses? D'où Kabila tire-t-il, avec ses frères et sœurs biologiques, l'inviolabilité d'une immunité que personne au monde ne veut toucher? Pourquoi, par exemple, Mme Nikki Haley, représentante des États-Unis, se contente-t-elle de remettre à Kabila une liste de 12 présumés responsables de l'assassinat des experts de l'ONU, comme si 12 proches collaborateurs de Kabila pouvaient monter une opération d'une telle envergure sans l'aval ni le suivi personnel de Kabila lui-même. C'est pourquoi le peuple congolais se demande à quel jeu joue réellement la communauté internationale. Car si nous considérons un moment la présence de l'ONU, les guillons de la communauté internationale sur le champ de la crise, nous sommes amenés à nous demander comment peut-on comprendre un seul instant que les nombreuses forces dites négatives qui pullulent à l'est de la RDC, dans une région totalement enclavée, et je répète, une région totalement enclavée, et dont les aérodromes et les villes sont quadrillés par plusieurs milliers de casques bleus, équipés de drones, d'hélicoptères et d'armes sophistiquées, comment, disais-je, comprendre que cette ONU-là ne parvienne pas à neutraliser les forces dites négatives avec des armes d'appoint? Et comment ces forces négatives parviennent-elles dans des conditions que nous venons de décrire à se ravitailler en armes et munitions pendant 20 ans? Bien plus grave, comment ces forces négatives parviennent-elles à organiser dans les mêmes régions, à l'est de la République démocratique du Congo, les pillages des matières précieuses qui sont transportées par des petits avions vers Kigali et Kampala, là où sont basés les comptoirs et les succursales des multinationales occidentales qui assurent l'exportation des minéraux vers l'Occident? Qu'a-t-on fait de la liste des 85 multinationales dénoncées par les ONG pour leur implication dans le trafic des minéraux de sang à l'est de la République démocratique du Congo? Faut-il parler ici de l'incompétence, de la négligence ou de complicité? Mesdames, Messieurs les journalistes et distingués invités, la vérité est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un no man's land où le peuple congolais vit comme un étranger sur son propre sol. Et cela nous a fait comprendre que dans l'esprit de plusieurs pays membres de la communauté internationale, le Grand Congo garde encore son statut de terra nullius qui lui a été accordé par les puissances qui l'ont créé en 1885. Mais nous pensons que ce temps-là est révolu. Je sais que certains parmi vous me rétorqueront que j'occulte la part importante des responsabilités qui incombent aux Congolais eux-mêmes, à leurs dirigeants politiques, à leurs élites scientifiques et religieuses et à leur jeunesse. Loin de moi l'intention d'escapade. Je suis parfaitement conscient du laxisme et de la médiocrité de la grande majorité de la classe politique et de l'élite congolaise. J'ai moi-même, maintes fois, stigmatisé le degré élevé de corruptibilité, de versatilité, d'infantilisme, d'immaturité et d'immoralité qui caractérise l'élite de mon pays. Mais aujourd'hui, pour cette circonstance, j'ai choisi délibérément de m'adresser particulièrement à la communauté internationale, autrement dit, à ces puissances économiques et politiques qui dominent le monde d'aujourd'hui et qui font la pluie et le beau temps particulièrement dans nos jeunes pays d'Afrique au sud de Sahara, pour leur lever, pour leur signaler la part importante des responsabilités qu'ils portent dans la situation de crise qui prévaut dans mon pays et les inviter
à rectifier le tir pour la recherche des solutions. Mesdames, Messieurs les journalistes, la République démocratique du Congo est considérée aujourd'hui comme un non-État, où n'importe qui entre, vole, viole, tue, pille et sort tranquillement sans être inquiété. Le dernier événement qui défraye la chronique est assez éloquent. Il s'agit, vous vous en doutez bien, des 5000 vaches rwandaises accompagnées de 452 familles d'éleveurs guerriers tutsis rwandais bien armés et qui ont réussi à s'installer illégalement à Bukangalonzo et à Kokokabaka le long du fleuve Kwango qui coule jusqu'en Angola. Mais ce cours d'eau, le Kwango, est surtout réputé pour ses riches diamants. Vous comprenez donc que le choix de ce territoire par ces mystérieux éleveurs n'est donc pas un fait du hasard. Chacun de vous se rappellera aussi l'invasion des éleveurs Mbororo au nord-est de la République démocratique du Congo. Ces pasteurs guerriers venus de l'Ouganda et du Soudan déciment depuis des années nos populations et s'accaparent de leur terre natale. Nous croyons, mesdames et messieurs, que l'heure est venue où on doit reconnaître au peuple congolais le droit de disposer de son territoire conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Voilà pourquoi la PARECO et tous les résistants congolais réunis au sein du CNRC sont déterminés à mobiliser le peuple congolais pour sa prise de conscience. Car l'esclavage ou toute autre forme de soumission servile à l'exploitation et à l'humiliation d'un peuple relève d'abord de son état d'esprit. C'est pour cela que Mahatma Gandhi a dit, et je le cite, « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Fin de citation. En effet, la vraie liberté d'un homme, la véritable souveraineté d'un peuple ne peuvent se concevoir qu'au travers d'un changement radical de mentalité et d'attitude. C'est pourquoi, en tant qu'élite, nous avons le devoir sacré de parler à temps et à contre-temps pour informer notre peuple et pour l'éclairer. À ce propos, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, dans Les Dépits amoureux, nous donne un tableau de comparaison très éloquent. Il a dit ceci, je le cite, « Un seau, pas le seau d'eau d'un idiot, un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait. » Donc je répète ce que dit Molière. Il dit un sot qui ne dit mot, il n'est pas différent d'un savant qui se tait. Autrement dit, le silence devant un crime est aussi condamnable que le crime lui-même. Voilà pourquoi la PARECO a choisi de ne pas se taire. Ainsi, depuis sa création, le 4 juin 2005, elle informe et forme le peuple congolais pour l'amener à son réveil mental, à sa prise de conscience et à sa mobilisation politique. C'est donc dans cet optique-là que le 16 décembre 2017, au nom de tous les patriotes congolais résistants et au sein de la PARECO et du CNRC, ainsi qu'au nom de ceux qui luttent clandestinement à l'intérieur de la RDC, j'ai lancé un appel à toute la classe politique de mon pays et à la société civile pour leur proposer une série de 7 actions qui conduiraient, à notre avis, le peuple congolais à se débarrasser lui-même du régime d'occupation qui menace son existence en tant que nation. J'ai d'abord proposé qu'à partir du 31 janvier 2017 à minuit, date d'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre, que tous les opposants congolais suspendent toute activité politique pour marquer leur rejet du pouvoir d'occupation
incarné par Kabila et dont le mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016. 2. J'ai proposé que toute l'opposition se joigne à la résistance congolaise pour former un front patriotique du salut public, non pour créer un gouvernement de transition, mais pour préparer et conduire le peuple congolais à se libérer du joug de l'occupation, et cela avant d'envisager l'organisation d'une transition nationale et responsable devant conduire aux élections libres et transparentes. 3. J'ai proposé qu'à la suite des 2 mesures précédentes, tous les opposants politiques congolais démissionnent de toutes les fonctions qu'ils occupent au sein des institutions réputées caduques après l'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2017. Cet acte viderait ces institutions ainsi que leurs animateurs de toute leur légitimité nationale et internationale. 4. J'ai suggéré qu'après ces 3 actions à caractère politique, le Front patriotique du salut public décrète un grand mouvement de désobéissance civique pour tous les citoyens congolais afin de les amener à paralyser tous les secteurs de la vie nationale pour mettre à plat les institutions scélérates du régime d'occupation. 5. J'ai demandé que le Front patriotique du salut public invite les militaires, les policiers et les agents des services spéciaux congolais à soutenir le peuple congolais dans son processus du soulèvement populaire. 6. J'ai proposé que le moment venu, le Front patriotique encadre le peuple congolais et l'amène à s'approprier tous les sièges des institutions à travers le pays pour marquer la chute et le renversement du pouvoir scélérate d'occupation. 7. J'ai enfin proposé qu'en synchronisation avec le peuple de l'intérieur du pays, les Congolais de la diaspora soient eux aussi invités à occuper pacifiquement toutes les ambassades de la RDC dans les grandes capitales du monde pour montrer à l'opinion mondiale la volonté commune du peuple congolais de se débarrasser du régime sanguinaire d'occupation incarné par Joseph Kabila. Après mon adresse le 16 décembre 2017, tous les staffs de la PARECO et du CNRC, sous ma conduite, ont entrepris les démarches pour aborder les dirigeants politiques de l'opposition congolaise et de la société civile afin de les consulter en vue d'obtenir leur position face à nos propositions. 2 mois après, je suis en mesure de rendre compte du résultat obtenu. Nous avons réussi à joindre un grand nombre de personnalités concernées. Mais la majorité des leaders de l'opposition congolaise est restée égale à elle-même. En effet, presque tous ceux qui ont été contactés en privé ont dit avoir apprécié la pertinence de notre démarche et de nos propositions. Mais quand il s'est agi de franchir le Rubicon et d'adhérer publiquement à la dynamique, d'aucuns se sont dérobés et versés dans des promesses oiseuses. Mais certains ont eu cependant le courage de nous dire sans embâche qu'ils sont bloqués à cause des contraintes. Comprenez que c'est un euphémisme pour parler des chantages dont ils sont l'objet de la part de Kabila. En effet, ces contraintes vont des crédits des véhicules ou des maisons aux sommes colossales reçues en guise de corruption, en passant par des dossiers judiciaires des détournements de fonds publics. Ce sont autant de dossiers que Kabila brandit sur leur tête comme des épouvantails, afin de les obliger à ne pas franchir la ligne rouge dans leur gesticulation politicienne. Du côté de la société civile, l'accueil a été plus enthousiaste. Cependant, beaucoup parmi ces dirigeants se sont dit être liés par des règles de fonctionnement de leurs organisations qui ne leur autorisent pas à trop afficher publiquement leur choix politique. Ils ont cependant sollicité, par conséquent, une collaboration beaucoup plus discrète. Nous ne pouvons que respecter leur choix
et par conséquent, nous ne pouvons fournir ici plus de détails qu'un engagement dans les actions que nous allons mener ensemble pour libérer le pays. Quant à l'attitude des leaders politiques qui crient à tout bout de champ, le peuple d'abord, nous estimons que le moment de la vérité a enfin sonné. Le peuple congolais, et particulièrement la jeunesse congolaise, sauront désormais distinguer sans ambiguïté qui travaille réellement pour le peuple et à contrario qui se bat pour son ventre et pour sa propre famille biologique. À cet effet, nous ne pouvons pas passer sous silence le geste patriotique et courageux posé par un leader de l'opposition, M. Martin Fayulu, pour ne pas le citer, qui a refusé de percevoir ces émoluments parlementaires parce que leur mandat parlementaire a expiré. Ce geste patriotique répond positivement à l'esprit de la première et de la troisième action que nous avons proposée à la classe politique de l'opposition. Il aurait fallu, mesdames et messieurs, il aurait suffi simplement que Martin Fayulu fût suivi par une dizaine d'autres parlementaires de l'opposition pour que se déclenche cette dynamique qui aurait ébranlé les fondements des institutions scélérates du régime Kabila. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'explique toute l'attitude arrogante et méprisante de Joseph Kabila qui est déterminé à s'accrocher au pouvoir au prix de sa vie. Son arrogance, à notre avis, tire sa force sur deux faits. Le premier, c'est que Kabila sait qu'il n'existe pas une véritable opposition politique congolaise en République démocratique du Congo capable de menacer son régime. Deuxième fait, c'est que Kabila sait surtout que la communauté internationale ne peut rien contre lui à cause des rivalités internes entre ses membres qui font qu'au moment où certains membres de la communauté internationale font pression sur lui et exercent des menaces, d'autres pays membres de la communauté internationale négocient avec le même Kabila le marché de pétrole, de diamants et de coltan contre son maintien au pouvoir. C'est cela, le fond de la réalité qui fait que la crise congolaise patauge. C'est pourquoi, devant cette situation, et après l'attitude générale de la majorité des leaders de l'opposition congolaise, au nom de la résistance congolaise, je me retourne résolument vers le peuple congolais, le souverain primaire, le seul propriétaire du Congo, pour lui demander, de ne plus rien attendre de cette classe politique congolaise sclérosée par la corruption, l'égoïsme, l'avidité et l'hypocrisie. 2. De ne plus suivre leurs appels farfelus d'organiser des marches pour des élections ou des journées dites des villes mortes dans un pays déjà mort lui-même. Car ces manifestations ont fait couler inutilement le sang de nos enfants, sans pour autant stopper le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC qui est aujourd'hui en passe de concrétisation. 3. D'assumer désormais et pleinement, de s'assumer désormais et pleinement en adoptant la seule dynamique qui lui est restée aujourd'hui valable. Il s'agit du soulèvement populaire. Non pas pour réclamer les élections transparentes et crédibles, élections qui n'aura jamais avec Kabila et ses complices, mais pour débarrasser la République démocratique du Congo de toutes les forces
d'occupation et d'oppression étrangère. C'est la condition sine qua non à tout processus de démocratisation dans notre pays. 4. De se joindre pour cela aux forces patriotiques de la résistance au sein de la diaspora congolaise en vue de s'organiser en réseau de résistance à l'intérieur du pays avec pour but d'entreprendre plusieurs actions de résistance dont la désobéissance civique qui doit conduire à la paralysie et à la chute des institutions scélérates en République démocratique du Congo. C'est une arme pacifique, mais hautement redoutable si elle est usitée par l'ensemble de la majorité du peuple congolais. Mesdames et messieurs les journalistes et distingués invités, pour terminer mon exposé, je voudrais m'adresser à la classe politique de mon pays. Sachez, mes frères, que nous sommes seulement de passage sur cette terre des hommes. Et chacun de nous est appelé, durant sa courte vie sur terre, à poser une brique, sa brique, qui doit contribuer à l'œuvre de l'édification de l'histoire du monde. Cette brique, c'est le sacrifice que nous consentirons pour les générations futures. Car ces générations nous jugeront demain, non en fonction des milliards que nous aurons amassés dans nos banques, dans nos comptes en banque, mais en fonction du sacrifice que nous aurons consenti pour qu'elles connaissent un mieux-être. N'oublions pas donc, mes frères, que tôt ou tard, l'histoire nous jugera. Je voudrais ensuite m'adresser à la jeunesse congolaise. Je voudrais vous dire que vous êtes le Congo de demain. Pour cela, vous devez vous mobiliser pour la construction du Congo d'aujourd'hui. Vous ne devez pas vous comporter en spectateur et attendre que d'autres jeunes se battent à votre place pour l'avenir et le devenir de votre pays, la République démocratique du Congo. Vous ne devez pas vous limiter à pleurer sur les échecs et les erreurs des générations qui vous ont précédés. Mais vous devez plutôt rebondir sur nos échecs et nos erreurs en les considérant comme vos expériences personnelles pour innover et corriger la trajectoire que doit prendre le Congo de demain. Car le Congo sera demain ce que vous aurez fait de lui aujourd'hui. Battez-vous pour l'avènement de la démocratie, c'est bien. Mais ne jetez pas, je vous en prie, les graines de la démocratie sur la terre aride de l'occupation. Dégagez d'abord cette terre rocailleuse et sablonneuse de l'occupation pour la remplacer par celle riche en humus de l'intégrité de nos frontières, de la dignité de chaque citoyen, de la sécurité de nos biens. C'est sur ce terrain-là que vous devez jeter la sémence de la démocratie pour vous-même et pour la postérité. Je voudrais m'adresser ici aux dirigeants politiques des pays africains. Je voudrais leur dire notre peine et notre douleur de voir comment certains parmi eux contribuent activement et cyniquement à la misère du peuple congolais pour des raisons bassement économiques et égoïstes et de cupidité. Nous savons que certains dirigeants africains souhaitent même que la République démocratique du Congo demeure dans cet état de morosité et de déliquescence, parce qu'ils craignent que sa résurrection et son ascension demain éclipsent leur pays. Je leur dis qu'ils ont tort. Car avec ou sans eux, la République démocratique du Congo se dressera sous l'impulsion de sa jeunesse et de son peuple. Et en ce moment-là, leur propre peuple leur en voudront à cause du mauvais choix qu'ils auront fait,
celui d'avoir refusé de voler au secours du Grand Congo quand il était malade. Mais je voudrais dire 2 mots au président rwandais Paul Kagame. Je voudrais vous dire que la roue de l'histoire continue de tourner irréversiblement. Et si hier et aujourd'hui, les circonstances vous ont été favorables au point de vous faire bénéficier des complicités internationales et vous permettre d'envahir la République démocratique du Congo, de décimer son peuple et de piller ses richesses, sachez que demain, cette même roue de l'histoire vous placera dans une position où vous aurez plutôt des comptes à rendre. Et sachez que le Grand Congo, avec ses 70 millions de Congolaises et de Congolais, se mettra bientôt debout. Et comme un éléphant, son démarrage sera peut-être lent, mais lorsqu'il aura pris son élan, plus rien ne saura plus jamais l'arrêter. Et ce moment-là va bientôt arriver. Je voudrais, pour clôturer mon propos, en m'adressant à la communauté internationale, particulièrement aux puissants pays industrialisés du Nord, je voudrais vous dire que les Congolais ne sont pas des xénophobes ni des idiots. Nous savons depuis 1885 que vos pays vivent et se développent grâce aux immenses ressources de nos terres. Nous savons aussi que l'indépendance nominale que vous nous avez accordée en 1960 n'a rien changé de votre détermination d'exploiter unilatéralement nos richesses sans contrepartie équitable. Nous savons aussi que pour perturber, pour perpétuer cet état d'injustice, vous avez toujours eu besoin de placer à la tête de notre pays des marionnettes qui devaient servir vos intérêts plutôt que ceux de notre peuple. Mais nous pensons aussi que ce temps-là est révolu. Sans verser dans l'animosité et dans la rancœur destructrice, nous pouvons plutôt envisager d'instaurer un nouvel équilibre d'intérêts dans nos rapports. Car le temps est venu où vous devez sincèrement accepter l'instauration d'un nouveau rapport de force et d'intérêt qui tienne compte des intérêts de vos enfants et de nos enfants. Sinon, nos enfants, spoliés et révoltés, emprunteront demain, d'eux-mêmes, tous les chemins légaux et illégaux pour atteindre vos pays, où ils savent que leurs richesses ont été indûment emportées. Et les vagues d'immigration illégale que vous redoutez aujourd'hui deviendront demain un véritable tsunami que ni vos murs barbelés, ni vos bateaux de guerre, ni vos hélicoptères, ni vos drones ne sauront contenir. Les paradigmes en présence aujourd'hui prédisent clairement que vous n'avez qu'un choix. Vous êtes condamné à vous développer avec l'Afrique, ou alors vous finirez par couler avec vos richesses sans l'Afrique. Seul le partage équitable constitue le gage de sécurité pour toutes nos générations communes. La déliquescence planifiée de la République démocratique du Congo, qui fait de lui un non-État aujourd'hui, favorise l'éclosion d'un puissant foyer du terrorisme international qui y couvre déjà. Et à cause justement de son immense potentiel de richesse, au lieu de l'affaiblir ou de la détruire, vous avez plutôt intérêt à encourager la reprise en main des rênes du pouvoir par les véritables filles et fils de la République démocratique du Congo, comme l'ont toujours exigé les différentes constitutions de ce pays qui s'y sont succédées.
et vous devez travailler pour l'établissement avec eux d'un nouveau rapport d'intérêt dépouillé de toute forme d'injustice, d'hypocrisie, de préjugés ou de complexe de supériorité ou d'infériorité. 20 ans durant, vous avez voulu camoufler vos erreurs commises en République démocratique du Congo en déformant la réalité de l'histoire. Et pour cela, vous avez orienté le peuple congolais vers des solutions qui montrent aujourd'hui leur vacuité et leur incapacité à stopper la descente aux enfers de toute une nation. Kabila nargue aujourd'hui arrogamment la communauté internationale à cause de ses propres contradictions et de ses propres faiblesses internes. Le salut pour le peuple congolais ne réside que dans votre courage de revenir à la vérité, de corriger vos erreurs et de répartir sur des bases nouvelles celles du droit de chaque peuple à disposer de son pays, de ses richesses et de son avenir. Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. Donc nous allons pouvoir procéder à l'échange avec le président. Permettez-moi le micro du pasteur Bobo. J'ai bien suivi le président national de la Barico et puis coordonnateur ou responsable du pilotage du CNRC. Monsieur Honoré Mbandazamboko Atumba, en disant que l'opposition politique au Congo n'existe pas et que la communauté internationale est divisée par rapport à leur intérêt au Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? C'est quoi concrètement la solution par rapport au Congo? Il n'y a pas d'opposition, la communauté internationale est divisée, et c'est Kabila va encore rester. La Barico propose quoi concrètement? Oui, merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour votre question. Je crois que j'ai, dans mon exposé, suffisamment décrit l'état de la situation. Et ceci, je dis que Kabila est conscient qu'il n'y a pas d'opposition. Je crois que vous-même, en tant que journaliste, vous devez avoir abouti au même constat. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Vous n'avez qu'à voir comment, prenons le cas le plus récent, dans leur dialogue, il y avait l'opposition d'un côté et le pouvoir de l'autre. Aujourd'hui, il y a une soi-disant partie de l'opposition qui est au pouvoir et une autre fraction de l'opposition dans l'opposition. Mais Kabila continue à manipuler toutes les fractions de l'opposition. Et il dispose des leaders de l'opposition comme il entend. Ces leaders de l'opposition, parce qu'ils ont reçu l'argent d'une manière ou d'une autre, en cachette, d'autres au travers de ce qu'on leur donne, ils sont incapables aujourd'hui de pouvoir réellement menacer ou d'inquiéter le pouvoir d'occupation qui est sur place. Et de l'autre côté, nous avons la communauté internationale, comme je l'ai dit, nous ne le disons pas par haine ou par vengeance, mais si nous sommes des Congolais, nous devons faire une analyse froide et objective de la situation. Cette communauté internationale qui vient aujourd'hui, qui prétend venir aujourd'hui réunir les Congolais pour résoudre leurs problèmes. Et d'abord, ces pays-là sont les mêmes pays qui ont planifié l'agression du Congo pour le pillage qui se fait en leur faveur. Ils n'ont pas intérêt que la situation du Congo change. Et de l'autre côté, cette même communauté internationale est divisée. Vous le savez, au moment où
l'Union européenne prend la décision de frapper certains collaborateurs de Kabila à ne pas sortir, à ne pas bénéficier des visas pour voyager dans leur pays, et bien d'autres pays membres de la communauté internationale invitent les mêmes personnes de l'entourage de Kabila qui sont frappées par la mesure à aller négocier des pétroles et tout ça chez eux. Vous avez le cas des Méné qui, au moment où on le frappe d'interdit d'un côté, il est admis aux États-Unis, là où il est en train de négocier sous la table des dossiers pour essayer de convaincre certains lobbies à avoir de l'intelligence et à le maintenir encore au pouvoir. C'est pour cette raison que j'arrive avec tous les leaders de la résistance qui sont à l'extérieur à la conclusion qu'il ne reste plus au peuple congolais qu'une seule solution: rejoindre la résistance congolaise qui aujourd'hui reste la seule voie crédible qui résiste encore à la réalité de notre pays et qui a encore l'idéal de pouvoir sortir notre pays de ce marasme-là. Voilà pourquoi j'ai dit que le peuple congolais doit s'assumer avec l'appui et l'aide de toute la résistance congolaise, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Merci. Monsieur le Président, pour le moment, les manifestations et les soulèvements populaires en République démocratique du Congo sont pratiquement impossibles à 99% et possibles à 1%. À quand la lutte militaire pour faire dégager le président Kabila? C'est Wechi, les amis de Wechi. Merci beaucoup. Je crois que cette question-là, mon frère trouve sa réponse dans les 7 actions que je propose. Aujourd'hui, je vais vous parler très brutalement, très franchement, plutôt. Aujourd'hui, quand vous parlez de la lutte militaire, la lutte militaire aujourd'hui, seule dans notre pays, est impossible pour arriver réellement à inquiéter. Pourquoi je le dis? Parce que nous n'avons plus d'armée. Au moment où, dans les années 2004, 2005, 2006, quand je criais, il y avait possibilité qu'il y ait une action armée parce que nous avions encore au sein de notre armée le contrôle de la situation. Mais aujourd'hui, toute la situation, renseignez-vous, vous êtes journaliste, tout le commandement militaire de notre armée est entre les mains des Rwandais. C'est pour cette raison que je dis que nos militaires qui sont à l'intérieur ont une seule possibilité, c'est de se greffer. Ceux qui sont encore patriotes, ils sont nombreux et il y a encore d'autres qui, suite maintenant à toutes les primades qui sont au sein de l'armée, prennent conscience que effectivement ce qu'on nous disait il y a 10 ans est arrivé. Nous ne contrôlons plus l'armée. Je peux vous dire ici, mon frère, que moi, je reste en contact souvent avec beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers congolais dans le pays. Ils sont conscients. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui, avec la présence massive des mercenaires et des milliers, parce qu'ils sont plus de 30 000 aujourd'hui, et des généraux qui sont plus de 40 d'origine rwandaise dans notre armée, on ne peut pas organiser une résistance armée. C'est une action, on doit connaître ici ce qu'on appelle peut-être une mutinerie au sein de l'armée. Cette mutinerie ne pourra recevoir que réussir que lorsqu'elle est greffée par une action de soulèvement populaire. Pourquoi nous insistons sur le soulèvement populaire? Parce que cette armée ne saura pas tuer 12 millions de Congolais à Kinshasa, ne saura pas tuer 4 millions de Congolais à Goma. Quand les Congolais seront debout
et ils seront soutenus par l'armée. Les deux actions combinées, c'est ça que nous appelons soulèvement populaire. Parce qu'en ce moment, le peuple qui prend possession des institutions, des signes des institutions, soutenus maintenant par les militaires qui eux peuvent maintenant venir à la rescousse de la population pour résister, c'est la voie par laquelle nous pourrons faire tomber ces gens. Parce que c'est comme cela que partout ailleurs, en France, en Belgique où vous êtes, mais surtout en France, où le peuple s'est soulevé. Nous avons vu le cas dernièrement au Burkina Faso, l'armée a rejoint le peuple et le pouvoir qui était là a été obligé de céder. La même chose, nous l'avons vu en Égypte, la même chose, nous l'avons vu en Tunisie. Voilà pourquoi nous parlons plus de greffer les deux, que le peuple obtienne le soutien des militaires, mais que ce peuple se mette debout, non pas pour aller simplement réclamer les élections, mais que dans la tête de ce peuple et que ceux qui l'encadrent, c'est ça que j'ai proposé comme un front patriotique, que ceux qui sont dans l'opposition, qui quittent et qui rejoignent la résistance, tous ensemble nous puissions nous organiser pour résister et aller à l'assaut de ces institutions. Le peuple seul, ce n'est pas suffisant. L'armée seule, ce n'est pas suffisant. Il faut la conjonction des deux dans ce que nous appelons le soulèvement populaire. Parce que dans le mot populaire, il y a l'armée, il y a la police, il y a les services, il y a le peuple, il y a les églises, il y a les commerçants, il y a tout le monde. Merci beaucoup. Gislain Zobillot de Brokers Information Press. Je pense qu'il vient de répondre à une de mes préoccupations, mais j'aimerais poser la question au président. Depuis une dizaine d'années que a vu naître votre structure, on a du mal à avoir un peu le baromètre des actions concrètes en termes positifs par rapport à les actions que vous menez, différentes actions que vous proposez. On a aussi vu comment la classe politique ne faudrait-il pas réfléchir autrement à une autre stratégie, peut-être à long terme, parce que vous avez parlé de changement de mentalité. Ce n'est pas aujourd'hui ni dans un an, peut-être à moyen terme, qu'on pourra avoir les résultats de vos actions. Et d'autre part aussi, par rapport aux partenaires, je pense toujours qu'on ne peut pas mener un mouvement sans l'aval ou bien sans l'appui des partenaires internationaux. Faire prendre conscience aux citoyens du mal-vivre, du mal-être que la population congolaise a perdu depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, c'est vrai, mais je pense aussi qu'il faut associer à cela les partenaires internationaux pour mener à bien vos actions. J'aimerais que vous répondiez à ces questions-là. Merci. Je vais vous répondre sur 3 réponses à vous donner. La première, vous parlez comme si la libération du Congo était l'affaire de M. Mbanda. C'est l'erreur que vous commettez tous. C'est votre affaire aussi à vous. La libération du Congo, ce n'est pas l'affaire de M. Mbanda qui doit faire le bilan aux Congolais pour dire voilà, Mbanda s'est levé parce qu'il a pris conscience dès le début qu'il y a un danger pour mon pays. Et ici, il y a une arme que Mbanda a utilisée, ça a été d'abord la parole. Parce que vous oubliez que vous croyez que l'unique arme, ce sont les Kalachnikov. Non. Les armes que j'ai utilisées au début, c'est la parole. C'est-à-dire d'informer. Parce que si le peuple n'est pas informé, le peuple n'aura pas conscience. Et si le peuple n'a pas conscience, le peuple ne se lèvera pas. Alors si vous dites pendant 10 ans, le résultat, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Quand aujourd'hui le pasteur Ekofo se lève pour parler comme il a parlé, c'est le résultat d'un processus. Si aujourd'hui les gens parlent de Kanambe, c'est le résultat d'un processus. Si aujourd'hui le peuple congolais dit Kanambe Azonga na Rwanda, c'est le résultat d'un processus. Et dans ce processus-là, Honoré Mbanda a joué son rôle. Quel est le tien et quel est le sien? Quel est le rôle de chacun de nous? Il ne faut pas croire que le problème, parce que Honoré Mbanda s'est levé, personne ne m'a demandé de me lever. Je me suis levé en tant que citoyen congolais qui a pris conscience du danger et qui a dit je dois alerter les autres. Et chacun qui est alerté et qui se lève a le même devoir que M. Mbanda à pouvoir trouver des solutions pour ce pays. Ce n'est pas à moi de rendre compte sur ce qui se fait, c'est à nous tous de rendre compte de ce que nous faisons. Si vous demandez mon bilan, je viens de vous dire, si aujourd'hui les gens se lèvent,
si aujourd'hui les gens parlent, si aujourd'hui il y a cet éveil des jeunes à la diaspora et au pays, j'estime quelque part que j'ai eu un rôle dans ce processus-là. Mais quand vous dites maintenant que pour tout ce que nous devons faire dans notre pays, vous avez eu, en me posant la question, un lapsus qui n'est pas anodin. Vous avez dit qu'il faut avoir l'aval des partenaires et vous avez vite changé le mot aval. Mais ce n'est pas un lapsus qui est venu par hasard. C'est le problème qui est dans la tête de nous autres Congolais. C'est de croire que tout ce que nous devons faire dans notre pays, nous devons avoir l'aval des autres. Moi, je vous repose une question. Est-ce que Donald Trump aux États-Unis, pour prendre les décisions, ce qu'il y a là-bas, est-ce qu'il a votre aval? Est-ce qu'il a l'aval des Congolais? Est-ce qu'il a l'aval des Ivoiriens? Ou l'aval des Ghanéens? Pourquoi nous, en Afrique, nous devons avoir leur aval pour prendre des décisions et faire des choses qui doivent se changer chez nous, alors que chez eux, ils n'ont pas besoin de nous? Nous devons sortir de ce larguinisme. Nous devons sortir de cette... Parce que ce sont ces gens-là, je viens de vous dire dans mon exposé, ceux que vous appelez les partenaires, ce sont ceux qui ont planifié la destruction de notre pays et qui aujourd'hui créent les conditions pour continuer à exploiter unilatéralement et illégalement nos biens à l'est du pays. Alors, si nous continuons avec cette mentalité de dire « Ah, monsieur, madame, qui sont les partenaires ?» Si vous croyez que vous pouvez trouver des partenaires honnêtes pour le faire, je n'en disconviens pas, trouvez-les. Moi, je fais la même chose. Je ne dis pas que tous les Occidentaux sont mauvais, ils sont contre nous, non. Il y a des gens qui travaillent pour nous. Mais aujourd'hui, ce sont les institutions chez eux qui soutiennent encore ce qui se passe chez nous. Croyez-moi, comme j'ai posé quelques questions dans mon exposé, si l'ONU réellement avait comme mission de ramener la paix, parce que vous parlez des partenaires, mais il y a un partenaire qui est sur place, l'ONU. Est-ce que l'ONU a résolu nos problèmes? Aujourd'hui, que ce soit sur tous les plans, nous avons la mission la plus importante, la plus coûteuse en nombre de personnes comme en argent. Et pendant plus de 10 ans, il n'y a eu aucune solution. Hier, vous voyez les gens qu'on tue même à Kinshasa. L'ONU est à Kinshasa, on tue à Goma, l'ONU est à Goma. Quel partenaire cherchez-vous encore? On a envoyé, on a créé des missions d'intervention rapide. Quelle a été cette rapidité pour mettre fin aux forces dites négatives? Il n'y en a pas. Ces forces continuent à se ravitailler, à tuer, à piller sous les ordres du Rwanda, sous la barbe de l'ONU. Alors mon frère, je crois que nous devons, il y a un temps où nous devons nous lever pour tirer des conclusions. Pendant 20 ans, faisons un peu l'inventaire de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait et posons-nous la question pourquoi ceci n'a pas été fait et pourquoi on a fait plusieurs fois la même chose et on a eu chaque fois le même résultat négatif. Et devons-nous continuer toujours à dire les partenaires viendront, les décideurs viendront et tout, mais assumons-nous nous-mêmes d'abord et cherchons après les gens qui pourront venir à notre aide. Parce que croyez-moi mon frère, dans la société où nous sommes aujourd'hui, on n'aime que les gens riches et forts. Tant que nous serons pauvres et faibles, les gens viendront traiter avec les voleurs qui nous ont volés et les voleurs qui nous ont neutralisés. Merci beaucoup. La presse toujours, Pasteur Bobo. Ma deuxième question est la suivante. Le président peut proposer comme solution que le peuple puisse rejoindre la résistance. Mais si on vous rétorque la même question, aujourd'hui au niveau du pays, on voit un mouvement des catholiques, de CLC, qui lance aussi des appels. Et si on vous demandait à la résistance, les résistants, de rejoindre ces mouvements de catholiques à Kin, où ils ont fait preuve le 31, le 21 et le 25. Qu'en pensez-vous?
Nakolembate, j'ai adressé une lettre aux évêques. Et Tobimisaki Yango Pomonaki, la lettre wana nazwaki ba réaction ébélée il y a évêques très positivement qui ont reconnu que Makambo Nalobi est vrai. Mais la co-exposé pe bango ba pesi ni quelques explications na kati na bango basali pe na ba problème na kati na bango. Eloko ngai na kosenge ezali mingi na bino ba patriote oyo toze libanda ba résistant. Toyeba une chose bandeko na ngai. Nous devons savoir une chose, excusez-moi, je vais parler en français pour les journalistes qui sont là. Nous devons savoir une chose, mes frères, que tous ces gens qui sont à l'intérieur du pays, ils ont besoin d'être bien informés. Ils ont besoin d'être bien encadrés et bien orientés. Aujourd'hui, l'Église catholique, par le canal du comité laïque catholique CLC, organise des marches. C'est une très bonne chose. Mais les marches qu'ils organisent, quel est le but? Parce qu'en politique, ce n'est pas l'action qui compte, c'est le but que l'on poursuit. Vous pouvez poser les mêmes actions si vous ne poursuivez pas les mêmes buts. Vous ne pouvez être efficace. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe, Pasteur Bobo. Les chrétiens sortent des églises. Ils se mettent en rang avec des crucifix et des chapelets. Vous savez une chose, c'est qu'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, peut-être d'autres vont dire, ah, Honoré Mwanda donne des solutions aux gens au pouvoir. Non, je vais simplement poser plutôt une question. Si ces gens qui sont au pouvoir, les occupants qui sont là, étaient malins un jour et disaient, écoutez, parce qu'ils essayent d'envisager ça, quand ils ont proclamé objectif zéro mort, c'était une tentative pour eux de dire, bon écoutez, on va essayer d'encadrer la marche et pacifiquement, disons, encadrer simplement la marche jusqu'au bout. Si ce pouvoir d'occupation-là arrivait maintenant à encadrer la marche sans tirer sur les chrétiens, sans tuer les gens, bon, les gens se sortiront dans la rue, marcheront jusqu'au bout. Et quand ils vont aller, après ce sera quoi? Non. Ils vont rentrer, il n'y aura plus rien. Aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que le pouvoir sanguinaire, le régime sanguinaire d'occupation continue à tirer. Mais si ce régime-là ne tirait pas, quel aurait été le résultat, Pasteur Bobo? Rien. Les gens sortiraient, marcheraient, ils n'ont même pas un point de jonction, ils n'ont aucun autre objectif. Et puis alors ils vont s'arrêter sur la route. Et puis après on dit on se disperse et on rentre et après il n'y aurait rien. C'est pour cette raison que j'interpelle les patriotes à l'extérieur. Excusez-moi, je leur dis, encadrons le peuple qui est maintenant debout en colère. Orientons cette colère vers un but. Ce que j'ai appelé la désobéissance civique et puis le soulèvement populaire avec des objectifs bien précis pour s'emparer des institutions. Parce qu'en fin de compte, la marche doit arriver à un affrontement. Mais la marche telle qu'organise le CLC n'amènera pas à un affrontement parce que dans leur marche, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait même une mise au point. Notre marche est pacifique. Nous demandons, ils ont écrit, moi j'ai lu le document, nous demandons que ce pouvoir puisse encadrer. Et bien, ils ont reçu la réponse, ils ont vu comment le pouvoir d'occupation encadre une marche. Mais si ce pouvoir d'occupation avait réellement encadré la marche, comme les gens du CLC avaient demandé, quel aurait été le résultat de cette marche-là? J'ai appris qu'ils vont même appeler encore à une autre marche. Mais si c'est la même chose, et c'est ça que j'ai dit, si vous répétez chaque fois les mêmes erreurs,
en espérant avoir un résultat différent. C'est ça qui s'appelle la folie. Alors moi je crois que c'est à nous, c'est à vous et à nous, et à vous en tant que médias patriotiques, de faire comprendre aux Congolais, et moi je travaille à mon niveau pour faire comprendre aux évêques, aux prêtres. Il y a beaucoup de prêtres qui ont bien compris et qui sont maintenant pratiquement en décalage avec leurs évêques, parce qu'ils estiment que c'est limité à ce qu'ils font là, c'est sacrifier les gens pour rien. Donc le travail se fait. Moi je crois que nous devons poursuivre cet effort, parce que pour nous la direction est claire. Une marche qui n'arrive pas à s'occuper des institutions pour renverser le pouvoir d'occupation en marche, ce sont des sacrifices vains pour le sang qui coule pour nos enfants. On n'en a pas besoin. Le sang coulera, mais il faut que si le sang coule, cela coule pour un résultat. Pas que le sang coule chaque fois pour rien. Cela, c'est une irresponsabilité de notre part. Merci beaucoup.